Le soleil est bien présent, très bien. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est vous donner un petit peu des nouvelles. Bon, le soleil, je pense que vous l'avez observé vous aussi, donc vous allez avoir des images d'aujourd'hui aussi dans votre étude, mais je vous montrerai un peu des choses. Donc là, ce qu'on voit sur cette image, de façon assez schématisée, c'est le soleil, son activité, la Terre, son bouclier magnétique et on vit en fait dans l'atmosphère de notre étoile et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu comment le Soleil contrôle l'héliosphère, c'est-à-dire tout son environnement spatial des planètes autour du système solaire. Donc ça, c'était une image du Soleil le 12 juin 2024. Il y avait eu deux éruptions de classe X qui sont des éruptions intenses. Donc, et là, on voit le champ magnétique en noir, c'est négatif, en blanc, c'est positif, avec une image en ultraviolet associée. Et on retrouve l'activité, aussi bien ces zones actives que des zones sombres, on va y revenir. Donc on voit bien la correspondance qu'il y a entre les concentrations magnétiques à la surface et les régions actives dans l'ultraviolet qui sont plutôt plus haut dans l'atmosphère. Alors, pendant très longtemps, les gens disaient le maximum était en 2024, été 2024. Et en fait, il est assez long. Le maximum, ça dure pas mal de temps, ça dure en moyenne une bonne année, voire entre 1 et 2 ans. Et donc, nous sommes le 21 juin, et comme vous pouvez le voir, le magnétogramme est peut-être un petit peu moins chargé que celui d'il y a un an, qui était quand même pas mal compliqué. C'est pour ça qu'on avait eu des éruptions assez intenses. Mais regardez, on a eu, il n'y a pas plus tard que quelques heures, c'était il y a 48 heures, une éruption X encore. Donc il y en a eu deux cette semaine. Donc le soleil est très actif encore. Et ici, donc, je vous remets les mêmes images de correspondance en région active, mais j'ai rajouté dans celle-là une autre longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, elle permet de voir ici les trous coronaux. Et vous voyez que le soleil, là on voit bien évidemment, il est sacrément... il a des zones très ouvertes, des trous coronaux transéquatoriaux qui ne sont pas normalement localisés à cet endroit. Et ils ont tendance à être plutôt au pôle d'habitude quand on est en minimum solaire. Donc là, vous voyez, la géométrie magnétique du Soleil est extrêmement complexe puisque partout où il y a les zones noires, ça va être des zones où le champ magnétique va vers très loin dans le système solaire. Il est ouvert, on appelle, et partout où c'est brillant, il va être fermé. Et là, on voit en particulier que c'est extrêmement complexe et que, par exemple, au pôle Nord, il n'y a pas tant que ça de trou coronal en ce moment. Donc on est encore en plein maximum d'activité et ça je vais vous le montrer ici dans des courbes représentant l'activité solaire actuelle comparée au cycle 23 et au cycle 24. Donc on va prendre les 4 panneaux les uns après les autres, vous allez vous accrocher, vous êtes un peu experts tous, vous avez tous des backgrounds, vous manipulez des télescopes, donc on va un peu aller dans les courbes, d'accord? On ne va pas faire que du grand public. Donc là c'est les années 2020-2030, bon ben, évidemment le cycle 23 et le cycle 24 ils n'étaient pas dans cette période puisque c'est le cycle 25. Donc on a simplement recalé le zéro, d'accord, pour que tout le monde soit pareil. Le cycle 23 pour souvenir c'était 96-2009 et le cycle 24 2009-2019 pour juste vous redonner un peu, vous caler tout ça. Donc regardez, donc le cycle 25 c'est le cycle actuel et c'est la courbe noire tire-T ici. Donc vous voyez au début, le début du cycle 25 il était très proche du cycle 24 qui a été un petit cycle. On voit bien la différence d'amplitude, là c'est le nombre de taches solaires à gauche en fonction du temps, à peu près recalé sur 11 ans. Et on voit qu'effectivement le cycle 23 était significativement plus intense que le cycle 24, 60% plus intense, donc le cycle 24 était un cycle assez faible. Et je pourrais vous dire un peu peut-être pourquoi. Et le cycle 25, il avait la tête d'un cycle qui partait peut-être comme le cycle 24. Et puis en fait, il a quand même, son activité, ça a d'abord atteint un pic vers fin 2023, début 2024. Donc là, on se dit peut-être que le pic est un peu plus tôt que prévu. Et puis à partir de l'été 2024, on a eu un surge dans l'hémisphère sud. Et on voit, on a repris encore une bonne marche. Ce qui fait qu'en fait, le cycle 25, il est presque plus proche du cycle 23 en intensité que le cycle 24.
Et ce qui est intéressant, alors ici, donc les courbes tirotées comme ça, ce sont des courbes qui sont en fait en moyenne glissante. On fait une moyenne de 13 mois. Et cette moyenne de 13 mois, elle est en fait, c'est celle qui est utilisée pour évaluer, pour dire quand est le maximum et quand le minimum. Okay. Donc pour l'instant, on n'est pas encore capable de dire le maximum parce que vous voyez, la courbe à 13 mois, c'est une figure qui a été mise à jour avec les données du mois de mai. Hein, donc celles de juin ne sont pas encore sorties. Donc on voit bien. Et ici, je vous montre ces taches solaires, leur somme, mais décomposées par hémisphère. Parce que maintenant, on peut faire des taches solaires hémisphériques. On peut remonter, même si on recommence à prendre les images et les dessins de Galilée, on a pas mal de collègues qui commencent à refaire des données qui pourraient presque remonter aussi jusqu'au XVIIe siècle. Mais regardez ici, le cycle 25, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, ils étaient assez similaires, contrairement aux autres. Vous voyez, le cycle 24, le pic du cycle dans l'hémisphère nord a été très tôt, vers 2022, mi-2022, alors que pour l'hémisphère sud, enfin, excusez-moi, il faut recaler ça. Il a été, le maximum, il était en 2014, donc il a été, on va dire, en 2012. Et là, pour le cycle, pour l'hémisphère sud, il a été peut-être aux alentours de 2014. Il y a eu pratiquement 2 ans d'écart entre le maximum des deux cycles. Et il y a quelque chose un peu pareil qui est en train de se passer pour le cycle 25. Vous voyez, le maximum dans l'hémisphère nord, il a été atteint aux alentours de 2023, peut-être fin 2023, alors que pour l'hémisphère sud, il continue à monter. Donc on n'a pas vraiment atteint encore le maximum pour l'hémisphère sud. Et ça vient du fait qu'en fait le Soleil, il n'a pas que un champ magnétique simple. Je vous montrerai des dessins qu'on appelle un dipôle. Ça ressemble un peu à des oreilles de jumbo, quoi, si vous voulez, le champ magnétique. Il a une structure qu'on peut appeler quadrupolaire, qui est en fait plus comme un papillon, vous voyez, comme des ailes de papillon. Donc vous comparez la forme des oreilles de Dumbo à la forme des ailes d'un papillon. Vous voyez, la structure est plus complexe quand c'est celle d'un papillon. Et quand on fait l'addition de ces différentes structures magnétiques globales du Soleil, ça peut amener à une désynchronisation de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Ce qui fait que l'hémisphère nord peut se renverser indépendamment de l'hémisphère sud, et à ce moment-là, on peut se retrouver avec 2 pôles plus ou 2 pôles moins, s'ils ne sont pas complètement en phase. Hein, ouais. Donc ça, c'est la spécificité. Et une autre information intéressante, c'est que l'axe du champ magnétique du Soleil, actuellement, il est au niveau de l'équateur. Et on le voit ici en fonction de l'angle, 90 degrés nord, 90 degrés sud. Et là, on ne suit que la composante dipolaire, c'est-à-dire les grosses oreilles de Dumbo, comment elles se renversent. Et vous voyez, là, on bascule et on voit depuis mi-2024, on est en train d'être plutôt dans l'hémisphère sud, aux alentours de l'équateur. On passe un peu de temps là, puis à un moment, ça va complètement basculer. À chaque fois, la transition, elle dure un peu, de l'ordre de 18 mois pour la bascule. Après, avec le décalage, ça peut être un peu plus. Donc, on n'a pas encore complètement basculé avec le champ magnétique qui est complètement renversé et qui est inversé par rapport au cycle précédent. Et c'est un peu ça que je vais vous expliquer, c'est que le cycle magnétique du Soleil, il s'inverse. Il n'y a pas que le cycle des taches solaires dont on parle qui est de 11 ans, il y a aussi un cycle de polarité magnétique, d'inversion des orientations du champ magnétique entre le nord et le sud. Et lui, du coup, il est plutôt de 22 ans. Alors là, je voulais juste vous mettre un petit film d'un bulletin qu'on a fait il y a quelques années pour la télé. On aimerait faire un... 2 avril, silence radio et branle-bas de combat dans la ronde des satellites terrestres. Tout ça à cause d'une poignée de photons et particules solaires venus effleurer la Terre. Que s'est-il passé ? Le 1er avril, une zone sur le bord ouest du Soleil, qui était calme jusqu'alors, a commencé à se modifier. Elle était grosse comme la Terre et en quelques heures, sa surface a triplé. Entre le 1er et le 3 avril, cette zone a engendré 7 éruptions solaires importantes que l'on a pu observer par différents télescopes spatiaux. On les voit très bien sur cette animation. Ici la Terre et au centre le Soleil. Regardez, on peut compter très facilement les 7 éruptions. Celles-ci ont laissé échapper dans l'espace des particules chargées électriquement qui ont frôlé la Terre. Les centres d'observation de météo de l'espace ont envoyé de nombreux bulletins d'alerte entre le 1er avril à 21h45 et le 3 avril à 14h23. La surveillance des satellites a été renforcée car ils sont sensibles à ces particules électriques. Pourtant, quelques satellites ont néanmoins subi une variation d'orbite.
Le rayonnement X a été partiellement intercepté par la Terre, mais le 2 avril, les communications radio civiles et militaires ont connu quelques perturbations. Le Soleil effectuant une rotation de 28 jours, cette zone... Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer, c'était un peu le but de ma présentation, c'est que je ne vais pas parler que du Soleil, je vais aussi parler de l'impact du Soleil sur la Terre. Et ce qui est important de retenir, s'il n'y avait qu'un seul message à retenir de ma présentation, c'est que la Terre, elle baigne dans l'atmosphère de notre étoile. Donc toutes les perturbations qui se passent dans la surface de notre Soleil et qui viennent perturber son atmosphère vont perturber les conditions spatiales autour de la Terre. Et vont avoir des conséquences pour notre société technologique, principalement les communications. On peut avoir plusieurs types de perturbations, j'y reviendrai à la fin de ma présentation. Et du coup, c'est pour ça qu'on a maintenant en France un comité national dont je suis membre et qui essaie de prévoir et d'anticiper ces problématiques. Alors, je voulais juste vous rappeler, faire un petit peu d'astronomie, mais vous êtes tous experts, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est que les étoiles, ce sont les briques élémentaires de l'univers. En fait, c'est les briques élémentaires de l'univers, mais on ne peut pas décrire l'univers comme un gaz d'étoiles. On peut décrire l'univers plus comme un gaz de galaxies. Et la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est que quand on regarde la distance intergalaxie, par rapport à la taille des galaxies, typiquement, par exemple, si on prend Andromède, elle a 2 millions d'années-lumière, et notre galaxie, la Voie lactée, fait à peu près 100 000 années-lumière. Donc le rapport est de l'ordre de 10 à 20 entre les distances. Alors que vous savez très bien que l'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure, elle a 4 années-lumière. Or, le Soleil, lui, il est beaucoup plus petit, hein, il fait que quelques secondes de lumière en taille, 700 000 km, à peu près un peu plus de 2 secondes pour que la lumière, si le Soleil était complètement transparent, donc prenons les neutrinos, peut traverser le Soleil en quelques secondes. Donc du coup, le rapport entre des années où il y a dans une année des 30 millions de secondes et un objet qui fait 2 secondes, on voit bien que le rapport il est beaucoup plus grand que si on fait le rapport de la taille d'une galaxie avec la distance intergalaxie. Donc du coup, on peut plutôt décrire l'univers comme un gaz de galaxies, bien plus qu'on peut décrire l'univers comme un gaz d'étoiles. Et même au sein des galaxies, c'est un mélange d'étoiles et de gaz, les galaxies. Il n'y a pas que les étoiles. D'ailleurs, les bras des galaxies d'Andromède, c'est avant tout de la poussière. Voilà. Donc dans ces bras, ici, avec cette poussière qui s'est concentrée le long des bras et de ces galaxies spirales, il n'y a pas que des galaxies spirales, il y a aussi des galaxies elliptiques. Il y a donc des instabilités qui peuvent venir de supernovas qui vont envoyer des chocs dans l'espace et qui vont déstabiliser ce gaz parce que ce gaz, il est déjà structuré par des effets liés à ce qu'on appelle les associations OB, les étoiles O et B, qui sont des étoiles très lumineuses, qui ont beaucoup de pression de radiation en ultraviolet et qui ont tendance à ioniser le gaz, ce qu'on appelle la sphère de Strömgren, si ça vous intéresse pour regarder. C'est un front d'ionisation par lumière ultraviolet du gaz moléculaire du milieu interstellaire. Et donc, ça crée des grumeaux qui commencent à avoir différentes tailles. Donc, il y a déjà, par l'instabilité thermique, à l'intérieur de ces gaz interstellaires, il y a une sorte d'irrégularité, de grumeaux qui se passent. Et certains grumeaux, ils peuvent être déstabilisés par l'explosion de supernovas. Et s'ils dépassent ce qu'on appelle la limite de la masse de Jeans, qui est en fait un rapport entre le temps d'effondrement d'un gaz et le temps sonore. Quand le temps d'effondrement d'un gaz devient plus rapide que le temps sonore, en fait, les ondes de pression n'ont pas le temps de dire à la matière de se réorganiser pour empêcher le gaz de s'effondrer. Et donc, du coup, le gaz s'effondre gravitationnellement. Et donc, c'est comme ça que le milieu interstellaire se structure par une double instabilité. D'abord, une instabilité thermique liée à des balances entre chauffage et rayonnement liés aux étoiles massives proches de ces pouponnières d'étoiles. Et une fois à l'intérieur de ces grumeaux, l'instabilité de masse de Jeans qui est liée à un effondrement gravitationnel. Et grâce à ça, vous créez des étoiles, vous créez des embryons d'étoiles. Et ces étoiles, du coup, elles vont se former avec un disque de matière qu'on appelle les disques d'accrétion, dans lesquels, par le refroidissement de ce gaz et par la formation finale de la proto-étoile en une étoile, qui va donc arriver sur ce qu'on appelle la séquence principale, la Zero Age Main Sequence, la ZAMS, c'est-à-dire le moment où, au centre de cette étoile, les réactions nucléaires de la fusion de l'hydrogène se créent. Et donc, à ce moment-là, on a une étoile, elle a sa source d'énergie qui va pouvoir lui faire durer des dizaines à des milliards d'années selon sa masse initiale. À la fin de sa vie, cette étoile, selon sa masse,
Si elle fait moins de 9 fois la masse du Soleil, elle va mourir sous la forme d'une naine blanche en ayant expulsé par des pulses thermiques son enveloppe, mais ça ne sera pas cataclysmique. Ça va créer une enveloppe autour qui va s'étendre. Bien sûr, il y aura quand même un souffle, mais il n'y aura pas un choc. Par contre, quand elle est entre 9 masses solaires et au-delà, et pour l'instant, la plus massive des étoiles qu'on a trouvées, c'est 150-200 masses solaires. Donc la limite exacte des masses des étoiles, ce n'est pas encore complètement établi. Disons que déjà 150-200 fois la masse du Soleil, c'est énorme. Et donc au-delà de 9 masses solaires et au-delà, généralement, elles explosent en supernova, mais elles ne finissent pas forcément avec le même type d'objet. Si elles font moins de 25 masses solaires, elles finissent en naine blanche, sorte d'objet qui fait de l'ordre de la taille de Paris, 10 km de diamètre, avec plusieurs masses solaires. Il faut qu'elle soit au-dessus de la masse de Chandrasekhar, qui est 1,4 fois la masse du Soleil, et en dessous de la masse qu'on dit d'Oppenheimer-Volkov, qui est aux alentours de 3,5 masses solaires. On ne sait pas exactement la limite à partir de laquelle on obtient des trous noirs. Mais donc, si le résidu de l'étoile massive s'effondre, il est au-dessus de 3-4 masses solaires, généralement, ça va former un trou noir. Donc, on a donc toute une histoire. Mais le Soleil, lui, fait qu'une masse solaire, donc il est tout à fait... c'est une petite étoile par rapport à toutes ces histoires-là. Il ne va donc pas faire de supernova, il va simplement finir en naine blanche. Une naine blanche, c'est un objet qui fait à peu près la taille de la Terre, mais qui fait, dans le cas du Soleil, 60% de la masse du Soleil. Parce que lors de ces pulses thermiques, quand il a monté ce qu'on appelle la séquence des géantes rouges, puis après été sur la branche horizontale, qui est une sorte de séquence principale de l'hélium. Là, l'étoile brûle de l'hélium et non pas de l'hydrogène. Elle finit par arriver à l'épuisement de son hélium aussi. Elle finit sa branche horizontale, elle part sur la branche asymptotique des géantes, et là, elle finit par des pulses thermiques qu'envoie l'enveloppe d'hydrogène, et il reste au centre un cœur de carbone, d'azote et d'oxygène qui est lié aux réactions nucléaires parce que l'étoile n'est pas assez massive pour brûler le carbone. Et donc la chaîne de séquence nucléaire s'arrête au brûlage de l'hélium qui forme du carbone, mais on n'arrive pas à fusionner le carbone. Il faut avoir plus de 9 masses solaires pour arriver à fusionner le carbone et continuer la séquence qui va amener jusqu'au pic du fer. Le pic du fer étant, les anneaux de la nappe de Mendeleïev, le fer étant un des éléments les plus nucléairement stables, le plus dense, qui a le plus haut niveau d'énergie de liaison nucléaire avec ses copains chrome et le cobalt autour. Et donc, ça distingue dans le tableau de Mendeleïev les éléments chimiques qu'on peut fusionner et des éléments chimiques qu'on peut fissionner. Donc c'est pour ça que l'uranium 238, il est à droite du pic du fer. On peut le casser et on récupère l'énergie. Et les petits, l'hydrogène, on peut les fusionner, créer de l'hélium, du carbone, et on gagne de l'énergie. Mais quand on arrive au pic du fer, ces éléments sont tellement compacts qu'on ne peut ni les fusionner, ni les fissionner. On n'arrive pas à extraire de l'énergie de ça. Et on a besoin de cette chaleur qui vient des réactions nucléaires, dans le cas du Soleil. Dans le cas de nos centrales nucléaires, pour l'instant, c'est la fission. Mais après, vous savez qu'on construit ITER à Cadarache, près de Aix, pour contrôler la fusion dans ce qu'on appelle des tokamaks, qui sont une sorte de tore magnétique dans lequel on met du plasma pour faire des isotopes de l'hydrogène, deutérium, tritium. Et voilà, ça, c'était pour vous donner un peu l'histoire des étoiles, de leur source d'énergie. J'aime pas parce que souvent, les gens disent dans les livres, et c'est complètement faux, le Soleil brille parce qu'il a des réactions nucléaires. Non. Le Soleil brille parce qu'il est chaud, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir de réaction nucléaire. Le Soleil pourrait tout à fait briller en transformant son énergie de gravité avec un simple principe d'équivalence d'énergie, énergie de potentiel égale énergie cinétique, et en fait transférer par un simple transfert de contraction de sa énergie gravitationnelle en énergie d'agitation. Sauf que quand on fait le calcul, ça ne dure que 20 millions d'années, si on le faisait. Et le Soleil, on a des preuves avec la datation de carbone de la Terre, des roches sur la Terre et sur la Lune. On a la datation que le système solaire a au moins 3,5 milliards d'années. Donc on voit que ça ne colle pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une autre source d'énergie. Mais on a besoin de la source d'énergie nucléaire uniquement pour expliquer la durée de vie de cette réaction, de cette luminosité. C'est pourquoi le Soleil arrive à envoyer 3,26 10 puissance 26 watts
Hein, il faut les envoyer. Là, on parle de millions, de milliards de watts, quoi. Donc, ouais, il faut quand même une source d'énergie pour maintenir ça, quoi. Hein. Et donc, c'est là où on a besoin des réactions nucléaires pour le faire sur 4,5 milliards d'années. Alors, ce qui est fantastique avec les réactions nucléaires, c'est que si on prenait le Soleil et qu'on le retransformait en totalité de sa masse en charbon et qu'on utilisait l'efficacité des réactions chimiques liées au brûlage du charbon, comme on fait dans nos cheminées, on arriverait à tenir que 25 000 ans. Et on aurait brûlé 100% de la totalité de la masse du Soleil en charbon. Et maintenant, si on prend le Soleil, on a eu besoin de transformer que 0,5% de sa masse d'hydrogène en hélium pour le faire brûler 4,5 milliards d'années. Donc là, vous avez, comme ça, juste en un petit calcul de base, la différence qu'il y a entre l'efficacité des réactions nucléaires et l'efficacité des réactions chimiques. On parle de facteurs qui sont gigantesques. Hein. On parle de facteurs qui sont supérieurs à 10 000. Donc, il vaut mieux effectivement utiliser des réactions nucléaires que des usines à charbon. Bon, bien évidemment, dans les vestiges de ce disque de matière qu'il y a autour de la proto-étoile, quand l'étoile se calme, que le disque se dissipe, généralement, il reste souvent des embryons planétaires, des planètes. Et c'est dans ce cas particulier où la planète, comme la Terre, se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable de cette étoile. Cette zone, elle est bien sûr variable en fonction de la masse de l'étoile. Plus l'étoile est massive, plus la zone est lointaine. Plus l'étoile est faible, les M, les naines rouges, ben la zone d'habitabilité est beaucoup plus proche. Mais après, il y a à prendre en compte l'activité magnétique de ces étoiles. Et ça peut parfois être pas une très bonne idée d'être trop proche d'une étoile. Donc du coup, qu'est-ce que c'est une étoile? Une étoile, c'est une masse, une sphère de masse autogravitante dont la pression de gaz égale la gravité. Donc là, je mets un petit dessin rigolo où on voit bien que c'est la pression des bras des gens qui retiennent la troisième personne. On voit que celui d'en bas, il souffre un peu, quoi, d'en avoir deux autres au-dessus de lui. Mais voilà, bon, il y a un peu un équilibre de pression et de gravité là. Et donc, il y a 4 états de la matière. Comme le gaz est très chaud au sein du Soleil, ce n'est pas un gaz, c'est un plasma, parce que les électrons et les ions sont séparés. Les noyaux et les électrons ne sont pas ensemble. Et ce plasma, comme il est chaud, il rayonne, et il rayonne dans ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Et donc du coup, quand on trace un corps noir à 5800 degrés Kelvin, 5800 Kelvin, on trouve que cette courbe-là. Et quand on a des étoiles qui sont plus froides, elles ont tendance à être plutôt dans le rouge. Et quand on a des étoiles qui sont plus massives, elles ont tendance à être plutôt dans le bleu. Et vous voyez, ça dépend de comment on sort à travers le spectre visible. Là, on a beaucoup plus de lumière bleue que de lumière rouge, donc l'étoile est plutôt bleue. Ici, on a plus de lumière rouge que de lumière bleue, donc on est plutôt rouge. Et pour le Soleil, comme on est plutôt équilibré entre du bleu au rouge, toutes les couleurs se moyennent et le Soleil il est plutôt blanc en fait. Hein. Dans l'espace, le Soleil est blanc, hein, il n'est pas jaune. Hein. Le jaune, ça vient de l'atmosphère, vous le savez certainement, il y a des experts de ça ici. Et donc du coup, pour pouvoir avoir une étoile, il faut qu'il déclenche le brûlage de l'hydrogène quand on arrive à la Zero Agement Sequence. Et bien à ce moment-là, il faut faire à peu près 8% de la masse du Soleil. Donc Jupiter, typiquement, est 80 fois pas assez massif pour être une étoile. Mais si elle avait été plus massive, on aurait été dans un système binaire. Ce qui n'est pas le cas. Donc les étoiles, en fonction de leur âge, elles partent, donc, comme je l'ai dit, d'un gaz et elles s'effondrent. Et en fonction de leur masse finale, elles mettent plus ou moins de temps pour se former. Donc le Soleil, typiquement, à peu près, c'est 50 millions d'années pour se former. Les étoiles moins massives comme les M et tout ça, elles mettent de l'ordre de 150 millions d'années, voire plus. Et les très massives, qui sont aux alentours de 15 masses solaires et au-delà, les étoiles O, elles se forment en quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, il y a vraiment cette histoire de distinguer en fonction de la masse. C'est vraiment le paramètre numéro 1, d'ordre 0, le plus important pour les étoiles, c'est leur masse. Après, on peut commencer à prendre en compte leur composition chimique, on peut encore commencer à prendre en compte leur taux de rotation pour pouvoir un peu mieux comprendre leur évolution, on va dire magnéto-rotationnelle, parce qu'en fait le Soleil et les étoiles sont magnétiques, donc on parle d'évolution magnéto-rotationnelle. Mais pour comprendre avant tout ce qui va se passer, il faut comprendre, c'est la masse qui détermine tout. Donc, vous le savez certainement, parce que vous avez dû faire des expériences comme ça en vous amusant, sortant votre télescope tous les jours, en suivant les tâches actives. Le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours.
Et donc, du coup, ça fait partie de ces informations importantes à avoir parce qu'il y a toute une dynamique. Et ce qui est très bien avec Solar Orbiter, hein, donc je travaille pour Solar Orbiter aussi. Et donc, Solar Orbiter, ce qui est bien, c'est que 6 mois de l'année, actuellement, il nous permet de voir la face cachée du Soleil. Donc, actuellement, maintenant, là où on parle, le Solar Orbiter regarde la face cachée du Soleil par rapport à la Terre. Ça fait qu'on a une vue 360 degrés du Soleil qu'on a commencé à voir qu'en 2011 avec les sondes stéréo de la NASA. Mais c'était que fortuit, on va dire, le temps qu'elles se séparent, un certain temps. Puis on en a perdu une des deux, malheureusement, maintenant. Mais le Solar Orbiter, lui, il le fait de façon régulière et systématique. Donc ici, la couronne, ça vous avez certainement dû prendre. C'était une image que m'avait donnée Serge Kouchmy, malheureusement qui n'est plus parmi nous. Et ici, je vais vous remonter une image. Je montre beaucoup de films, vous avez déjà vu ça, vous avez certainement fait faire la même chose. Donc ça, c'est des données de Proba 2. Alors, vous avez certainement entendu parler de Proba 3, qui vient certainement, et je vais vous montrer une image de Proba 3, parce que les données Proba 3 viennent de sortir, vous l'avez certainement vu, c'était le 16 juin, c'était il y a quelques jours. Donc ça, c'était Proba 2, c'était déjà un premier exercice, donc on voit très bien l'activité en ultraviolet, c'était des données de 2012, ça. Vous savez aussi que sur Terre, en fonction de la longueur d'onde UVB, UVA et UVC, donc plus UVC c'est plus dangereux que l'UVA, heureusement l'atmosphère de notre planète nous filtre les UV, donc ils arrivent quand même à toucher la Terre, le sol en UVA et en UVB, mais en gros, le bronzage, c'est qu'on se fait brûler la peau, hein, donc il faut à éviter bien évidemment le plus possible. Alors rapidement, le Soleil, il est fait de deux zones, vous le savez certainement, hein, une zone de convection, une zone de stable, où c'est le rayonnement qui transporte la chaleur, et il y a aussi des ondes qui se propagent à l'intérieur du Soleil. La température centrale, c'est à peu près 15,5 millions de degrés, la densité, c'est à peu près 150 fois celle de l'eau. Donc si on avait une bouteille d'eau d'1 litre, elle ferait 150 kg. Hein. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, la densité centrale. Mais la densité moyenne du Soleil, c'est pas grand, c'est 1,4. Hein. Donc c'est dans un lac salé très 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 grand et très 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 salé, il pourrait presque flotter. Mais je plaisante bien sûr. Et du coup, son rayon, c'est 700 000 km, à peu près 2 secondes de lumière, et puis 320 000 fois la masse du Soleil, de la Terre. Alors ici, je vous montre des photos de la granulation. C'est un petit film qui avait été pris au Pic du Midi il y a des années en arrière. Et ce que vous voyez ici, c'est la granulation. Je pense qu'avec les plus gros télescopes, vous devez certainement la voir. La supergranulation, c'est sûr. La granulation, ça va vraiment dépendre de votre agrandissement. Et ça fait un temps de retournement de 5 minutes à peu près. Donc là, vous avez ces structures de convection qui poussent. Et donc, ça fait des ondes de pression. Ces ondes de pression, elles se propagent à l'intérieur du Soleil et elles nous permettent après, grâce à l'héliosismologie, d'avoir des informations. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une vraie distribution d'échelle spatio-temporelle, aussi bien temporelle que spatiale dans le Soleil, ce qui fait que c'est un système dynamique très compliqué à modéliser pour nous autres théoriciens, parce que c'est de la turbulence avec énormément d'échelles et ça ne rentre pas dans les ordinateurs actuellement. On arrive à faire 4 décades et le Soleil, il en a 8, quoi. Un minimum 8. Donc là, je vous montre une simulation, ce n'est pas la dernière, mais c'est une des simulations qu'on fait sur ordinateur massivement parallèle dans mon équipe de recherche. Donc là, vous voyez, on prend les équations de la magnéto-hydrodynamique, hein, donc ces équations de la mécanique des fluides auxquelles on rajoute des équations de Maxwell. On met tout ça dans un ordinateur, on met les équations sous une certaine forme, et on fait de la météorologie, mais pas de la Terre, mais de l'espace, des étoiles. Et donc là, là, ce que vous voyez, c'est si on met de la convection avec la rotation, au taux de rotation du Soleil, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'équateur est plus rapide et on voit que les pôles sont plus lents. Et on a toute cette convection qui est... Alors, c'est difficile d'atteindre l'échelle de granulation à la surface. On est en train de développer des codes pour le faire. On s'en approche de plus en plus. Voilà un autre film de nos simulations où là vous voyez le champ magnétique avec un peu un effet coronal pour vous montrer comment le champ magnétique, et on va un peu survoler. Donc là vous voyez, c'est l'évolution du champ magnétique qui est liée au calcul qu'on fait d'interaction des écoulements et des champs électriques, et on fait un petit survol
pour avoir une idée un peu du côté un peu irrégulier de la surface. Bien sûr, c'est à grande échelle. Encore, ces structures de convection, les plus petites doivent faire une dizaine de milliers de kilomètres. Ce n'est pas aussi petit que les granules qui font plutôt de l'ordre de la taille de la Terre, de l'ordre de 1000 kilomètres. Donc, pour mieux comprendre l'intérieur du Soleil, on a pu mettre en évidence une méthode qui s'appelle l'héliosismologie, un peu comme les sismologues sur Terre qui font exploser des petites charges et qui les repèrent ailleurs ou qui écoutent les tremblements de terre. Donc, je vais vous faire écouter 2-3 choses. Donc là, on voit que le son nous informe sur la taille des objets. On voit bien que celui-là, on se doute que ça, c'est une cloche qui est plus grosse que celle-là. Naturellement, si vous l'avez fait entendre et que vous avez dit laquelle est les plus grosse, vous m'auriez dit la première. Donc pareil. Donc là aussi, c'est flagrant qu'il y en a un qui est fait en métal et l'autre qui est fait en bois. Je veux dire, ça s'entend, il n'y a pas besoin de le dire, quoi. Ce truc. Et là, on entend bien qu'entre un objet qui est statique et un objet qui se déplace, il y a une différence, il y a l'effet Doppler. Donc, quand on prend ces 3 informations, le fait qu'en fait, on est capable, avec le son, de comprendre la taille des objets, de comprendre leur composition et de comprendre s'il y a de la dynamique ou pas, eh bien, on peut utiliser les ondes acoustiques qui ont été excitées par la turbulence de surface de l'étoile, du Soleil, et on peut, grâce à toutes ces ondes qui se propagent à l'intérieur du Soleil, faire des inversions mathématiques et arriver à comprendre quelle est la vitesse de son et de propagation de ces ondes. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre l'intérieur du Soleil. Alors, bien évidemment, ce n'est pas à vous que je vais le dire, parce que c'est tous des amateurs experts. Quand on crie en mourant dans l'espace, personne ne nous entend. Je plaisante bien sûr. Je souhaite à personne à qui que ça arrive. Mais vous savez bien que le son a besoin de matière pour se propager, contrairement à la lumière qui peut se propager dans le vide. Donc le son, c'est une onde qui a besoin de matière pour se propager. Et donc du coup, le son ne se propage pas depuis la surface du Soleil jusqu'à la Terre, avec des gens qui ont des écouteurs et qui écoutent les vibrations. Donc en fait, ces ondes acoustiques, elles créent des petites vibrations dans la lumière du Soleil. Et quand vous faites une transformée de Fourier de la lumière du Soleil, vous arrivez à faire apparaître le spectre de vibrations acoustiques du Soleil. Alors, vous le voyez dans ce dessin, il n'y a pas que les ondes acoustiques, il y a aussi des ondes G, qui sont des ondes de gravité. Malheureusement, celles-là, elles ont le mauvais goût d'avoir du mal à passer à travers la zone de convection pour des raisons de physique, de base. Et donc, du coup, elles sont atténuées, elles sont évanescentes. Et donc, elles sont beaucoup plus difficiles à détecter. Et on a encore du mal à les détecter malgré le satellite SOHO. L'instrument qui devait les détecter a eu un problème. Donc, on n'a pas eu autant de sensibilité qu'on a vu. On pense avoir peut-être identifié leur puissance globale, mais pas individuelle, malheureusement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le spectre acoustique du Soleil ? Donc le spectre acoustique du Soleil, ben le voilà, vous voyez, il est très discret, il n'est pas continu, c'est un spectre d'oscillation, le Soleil vibre sur lui-même avec 5 minutes, donc c'est un spectre d'oscillation, et du coup il nous a permis, grâce à toutes ces histoires, à déterminer le profil de densité et de température à l'intérieur du Soleil, enfin plutôt de densité et aussi de ses écoulements. Et c'est comme ça que l'écoulement qu'on voit à la surface, la rotation non pas solide mais différentielle, si le Soleil est un merry-go-round en anglais, un manège, et que vous vous asseyez virtuellement à l'équateur et que votre collègue s'assoit au niveau des pôles, vous ferez 4 tours du Soleil pendant que votre ami fait que 3 tours. Donc vous lui prenez un tour tous les 3 tours. Et donc du coup, il y a une vraie rotation différentielle du Soleil dans sa partie extérieure convective. En plus de tourner de 28 jours, en moyenne, l'équateur va un peu plus vite, il va à 25 jours, et les pôles vont à 34 jours, donc plus lentement. Donc si on se met dans le repère de 28 jours et qu'on regarde l'écart aux 28 jours, on obtient ce dessin. On est plus rapide à l'équateur, on va vite, on est rouge et on est lent au pôle. Donc il y a cette rotation différentielle, et l'héliosismologie a montré que
Ce qu'on avait observé en regardant les taches solaires et en suivant les taches solaires, il y avait déjà des gens qui avaient vu que les taches solaires ne se déplaçaient pas à la même vitesse selon leur latitude. Je vous conseille de faire l'exercice sur un cycle entier de 10 ans, vous verrez que ça ne sera pas pareil. Et vous verrez, et ce qu'on a montré, c'est que c'était quasiment la même chose en fonction d'une latitude donnée, invariant en fonction de l'épaisseur de la zone de convection qui est à peu près de 200 000 km. Et puis après on arrive dans la zone radiative, la zone stable, c'est pas le cœur nucléaire en fait partie, mais c'est où c'est le rayonnement qui transporte la chaleur. Et là on a une rotation solide. Et donc du coup on passe d'une rotation différentielle à une rotation solide, ce qui crée à la base de l'étoile une zone qu'on appelle la tachocline, qui est une zone de très fort cisaillement de vitesse. Et c'est là où on pense que le champ magnétique du Soleil est organisé pour faire le cycle de 11 ans. Parce qu'il y a une grosse zone de cisaillement, et on prend le champ magnétique et on l'étire et on l'organise, et il vient se mettre à cette base de la zone de convection. Il s'organise sous la forme de rubans magnétiques, et certains de ces rubans magnétiques commencent à devenir flottants et finissent par arriver près de la surface, et après, par l'interaction avec la granulation de surface, font émerger des taches solaires. Donc c'est ça mon métier, c'est de comprendre tout ce mécanisme et de le modéliser en 3D sur des ordinateurs massivement parallèles. Donc là, une représentation du cycle depuis 1996 à 2000, mais on est en 2025, il faudrait refaire cette image. Et vous voyez, on passe par un maximum d'activité, un minimum, un maximum de nouveau, un minimum, et de nouveau on est au maximum. Mais ce n'est pas à vous que je vais apprendre. Donc voilà, ici, remontant au XVIIIe siècle, ça monte avant, mais vraiment on a commencé à les numéroter depuis 1760. Donc voilà tous les cycles solaires, on est au cycle 25. Cette figure, je l'ai mis à jour avec les données de ce mois-ci, hein, donc c'est vraiment cycle. Donc vous voyez en orange la moyenne mensuelle et en bleu la moyenne à 13 mois. Et donc vous voyez que le cycle 25 est quand même pas si loin du cycle 23. Et le cycle 24 est assez petit. Et ce à quoi je veux vous attirer l'attention, c'est que vous voyez, on avait un cycle important, puis des petits cycles, un cycle important, puis des petits cycles, un cycle important, puis potentiellement un petit cycle. Alors, on pourrait peut-être dire ici et ici, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cycle 24, de mon point de vue, vous verrez si j'ai raison, c'est la fin du cycle de Gleisberg. Il y a en gros un cycle de 100 ans dans le Soleil, en plus du cycle de 11 ans. Et donc, moi, je pense qu'on est à la fin avec le cycle 24, on était à la fin du cycle de Gleisberg du XXe siècle, et on est en train d'en commencer un nouveau. Et donc le maximum du cycle de Gleisberg, de ce cycle de 100 ans à peu près, c'était dans les années 50-60, c'était le cycle 19, était bien plus important que le cycle 24, vous voyez, 2 fois plus important. Donc potentiellement, on est à la fin de ce cycle de 100 ans du Soleil et on en commence un nouveau, on verra bien, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que le Soleil est encore plus chaotique que ce qu'il le semble et qu'il va nous mettre. Donc là, je vous montre par contre, c'est ce qu'on appelle un diagramme papillon, c'est-à-dire c'est toutes les taches solaires, on prend des magnétogrammes comme ça, on en fait des cartes synoptiques, quand on prend ces cartes et qu'on les déroule, on en fait la moyenne longitudinale et après on fait des petits traits comme ça qu'on met au cours du temps. Et on construit ce diagramme papillon temps-latitude qui montre que les taches solaires migrent vers l'équateur. Et ça fait, pourquoi le diagramme papillon? Parce que quand on voit de dessus, on a l'impression que c'est des ailes de papillon ou de libellules. Et, enfin non, libellules, il y en a 4, mais disons de papillons simples. Et on voit qu'il y a des surges vers les pôles et et on voit qu'il y a une alternance du cycle, de la polarité. Vous voyez, c'était bleu, c'est blanc, c'est bleu, c'est blanc, et ça va devenir de nouveau bleu. Et les taches migrent vers l'équateur et elles se reconnectent, elles font une reconnexion transéquatoriale et c'est comme ça que le flux s'annule à l'équateur. Et au pôle, le flux, si vous regardez bien, quand on commence le cycle, on est blanc vers l'arrière, enfin on est blanc vers l'avant et bleu vers l'arrière parce que les taches sont bipolaires. Je vous attire votre attention sur le fait que là c'est bleu-rouge dans l'hémisphère nord et là c'est rouge-bleu dans l'hémisphère sud. Donc les structures magnétiques sont inversées dans le Soleil, en fonction du cycle, elles sont comme ça. Et quand il y a le renversement au bout de 11 ans, c'est l'inverse qui se passe. Et donc du coup, vous avez la partie arrière des taches solaires, de ces bipôles magnétiques, avec une polarité à l'arrière qui est opposée à celle de l'avant. Donc celle de l'arrière, quand vous faites la moyenne, elle est de signe opposé à ce qu'était le cycle précédent. Donc vous voyez, là on est beaucoup de bleu, on était, on va dire, positif, et là l'arrière des bipôles solaires qui sortent dans l'hémisphère nord sont bleus et ça migre et ça finit par annuler le flux magnétique avec un signe opposé et à le renforcer dans la deuxième partie du cycle. C'est pour ça que le champ magnétique du Soleil se renforce au maximum d'activité et non pas au minimum d'activité. Le cycle, le dipôle magnétique du Soleil
au maximum de l'activité. C'est ce que je vous ai montré. Là, actuellement, on est à l'équateur et il est en train de basculer pour venir se remettre dans l'autre sens. Et ça se fait au maximum parce que là, il y a eu accumulation de flux. Et après, dans la deuxième partie du cycle, donc là, ce qu'on est en train d'arriver, on va dire que d'ici fin 2025, le maximum du cycle sera passé, on aura certainement complètement basculé la polarité du champ magnétique global du Soleil. Et donc là, on sera dans la fin du cycle où, à l'intérieur du Soleil, au niveau de la tachocline, on sera en train de préparer le ruban magnétique pour le cycle suivant. Et on sera en train de finir le ruban magnétique de ce cycle-là qui est proche de l'équateur. Et donc, il y a en gros 2 rubans magnétiques de direction opposée, 2 tores magnétiques à la base de la zone convective du Soleil de direction opposée, un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, et qui alternent au fur et à mesure dans chaque hémisphère et qui font apparaître les taches avec des orientations opposées d'un cycle à l'autre. D'accord? C'est ça qui se passe. Donc voilà les fameuses oreilles de Dumbo, champ magnétique classique. Quand vous avez joué avec de la limaille de fer, vous vous en rendez compte. Alors j'accélère un petit peu parce que je ne peux pas malheureusement trop traîner. Donc là, quand vous mettez la limaille de fer, vous voyez ces lignes de champ magnétique et donc on voit bien ces formes de Dumbo et on peut faire des aimants de 2 manières. Soit des éléments permanents parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'hystérésie avec la température de Curie. Vous savez qu'un aimant, si on le chauffe au-dessus de sa température Curie, il perd son aimantation. Donc on peut piéger du champ magnétique en jouant sur des matériaux ferromagnétiques et la température de Curie pour piéger du champ magnétique. C'est comme ça que les premières pierres magnétisées en Grèce ont été découvertes, à Magnésia, où il y avait déjà des formations ferreuses qui avaient capturé un peu du champ magnétique de la Terre pour des histoires de changement de température liés à leur processus de formation. Et après, bien évidemment, le plus simple, c'est les électroaimants. Et si on doit expliquer le fonctionnement du Soleil, il vaut mieux penser à l'électroaimant qu'à l'aimant permanent. Il n'y a pas un gros barreau magnétique à l'intérieur du Soleil. Non, il y a du gaz ionisé, du plasma, avec des mouvements de turbulence, avec des mouvements de rotation, avec du cisaillement. Et tout ça fait qu'on induit, on crée du champ magnétique. Et ce qui est la difficulté, c'est de s'assurer que ce champ magnétique n'est pas détruit par effet Joule. Parce que les courants, ça chauffe, et donc du coup, vous dissipez l'énergie, cette énergie magnétique est dissipée. Donc c'est une compétition entre la dissipation par effet Joule et la génération par la turbulence intérieure du Soleil. Et quand on arrive à avoir un écoulement suffisamment turbulent, comme c'est le cas dans le Soleil, on arrive à maintenir ce champ magnétique contre sa dissipation. Et c'est comme ça qu'en plus, ce champ magnétique, il a le bon goût de créer des courants qui ne sont pas continus, mais alternatifs. Et c'est pour ça qu'il se renverse avec un cycle de 11 ans. Okay. Alors voilà à quoi ressemble cette couche, c'est ce qu'on appelle, il y a une faute d'orthographe, c'est héliosphérique neutrale, je vais sortir là, je fais une faute de frappe, et du coup, ça, c'est la couche héliosphérique de neutre. C'est ce qui distingue la polarité sud et la polarité nord qui sort du Soleil. D'accord ? D'un côté de cette couche, vous êtes positif, de l'autre, vous êtes négatif. C'est la couche de courant qui sépare ces 2 directions opposées du champ magnétique. Alors au début, quand le Soleil est calme, qu'il n'y a pas beaucoup de tâches, il est principalement dipolaire, son champ magnétique. Cette couche, elle ressemble plus à un tutu de ballerine, un peu ondulé, assez proche de l'équateur. Et puis quand le cycle devient plus intense, on commence à s'approcher plutôt du mode French Cancan avec des choses beaucoup plus levées et verticales. Et vous voyez que la couche de courant est beaucoup plus verticale et beaucoup plus déformée. Et c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de complexité dans la structure globale du champ magnétique solaire. Alors, voilà une simulation, j'en ai montré déjà 2 au début, on voyait plutôt la surface avec un peu ce que j'avais fait à l'extérieur. Là, on va faire en sorte, on va enlever un peu des couches de ma simulation, on va aller voir un peu plus à l'intérieur ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai enlevé un 8e de sphère, dans un hémisphère, je suis allé enlever 90 degrés, une sorte de bloc de 90 degrés, un peu comme si vous jouiez à Trivial Poursuite et que vous enleviez un petit camembert de votre cercle. Là, j'enlève ça et ça me permet de voir à l'intérieur. Donc ici en blanc, la surface de la simulation avec ce premier de forme, et la deuxième, c'est la base de la zone de convective qu'on modélise. On voit en rouge et en bleu
les mouvements de turbulence convective de la zone convective. On voit ici le ruban magnétique qui se crée à la base de la zone de convection. Et en ligne bleue, cyan et jaune, l'extrapolation dans le vide du magnétisme de surface. D'accord ? Et on va le voir bouger au cours du temps. Donc là, on voit qu'on commence avec un ruban bleu et des lignes de champ magnétique cyan dans l'hémisphère nord. Et puis on laisse, et on voit la rotation différentielle à la surface comme dans l'autre simulation. Ça va plus vite à l'équateur et moins vite et plus lentement au pôle. Et ça cisaille et ça tire les lignes de champ magnétique, ça les déforme, ça les déforme. Et petit à petit, ce ruban magnétique, au bout d'un certain moment, il est travaillé par les mouvements et il commence à avoir envie de changer de nature et il commence à changer de structure. Et vous allez voir, il va commencer à avoir des parties rouges qui vont apparaître. Et on voit qu'au pôle, on commence à avoir des lignes plutôt jaunes que cyan. Là, on voit le rouge commence à vouloir apparaître. Et, boum. Et là, on s'est renversé. Et donc maintenant, l'espèce de tore magnétique qui était à l'intérieur du Soleil, il est passé dans un sens dans l'autre. Et le champ magnétique qui l'accompagne, global, il est inversé et il est jaune. Donc c'est un peu comme ça, là vous avez vu dans une simulation numérique un processus de renversement du cycle magnétique. Et c'est ça qu'on essaie de comprendre. Et dans mon équipe, on généralise ça aux autres étoiles, on change un peu leur masse, on change leur taux de rotation, on change leur composition chimique et on voit comment ça affecte la période de cycle, la période de rotation de l'étoile, le degré de rotation différentielle de celle-ci. Parce que là on avait 30% entre 25 jours et 34 jours, mais il y en a certaines qui ont 60%, il y en a qui ont que 10%. Et on essaie de comprendre tout ça dans un contexte général. Voilà une tache solaire vue de côté et non pas vue de dessus, comme vous avez certainement dû le voir. Et donc, on voit les lignes de champ magnétique. Et ça, de nouveau, je rappelle, la granulation, ça fait 1000 km, à peu près la taille de la France. Et on voit la dépression, on voit qu'il y a une petite marche. Hein, c'est la dépression de Wilson qui fait que ce n'est pas complètement droit. Donc là, une éruption, vous en avez déjà vu certainement plein des films comme ça. Donc voilà, et puis les post-fair loops. Donc je passe. Voilà, encore un autre film. C'est tellement beau, moi je ne m'en lasse pas de les regarder, quoi. Donc je vous en fais profiter. Donc là, voilà une éruption de nouveau qui se passe au Soleil. Et après, on voit la génération, après la reconnexion magnétique liée à l'éruption, on voit ce qu'on appelle les post-fair loops qui sont perpendiculaires au phénomène qui a érupté parce que le filament est parti. Et là, une autre vue par Druckmüller qui fait des super Mislolav Druckmüller. Alors là, vous voyez que l'axe du Soleil, hein, l'image a été tournée, hein, le Soleil, l'axe est là, il tourne dans ce sens. Hein. Donc là, c'est l'hémisphère sud, l'hémisphère nord. Et là, vous avez une éruption en plusieurs couleurs. Et on voit que tout ne part pas forcément dans l'espace. Il y en a parfois qui retombent sur la surface et ça fait des sortes un peu comme dans un volcan quand ça retombe sur le sol, quoi. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est de la lave. Ce n'est pas du tout de la lave, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Hein. Ce n'est pas de la roche en fusion, c'est du gaz ionisé très, très chaud. D'accord ? Comment ? La date, ça, c'était en 2011. Oui, le 7 juin, je pense, ou le 6 juillet. On ne sait pas. Attendez, je crois qu'il le met au début, pour être sûr. 7 juin. 7 juin, il a utilisé la date française. 7 juin. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est un film que vous n'avez peut-être pas vu, c'est un film en images de différence. Je vous conseille d'essayer de le faire avec des logiciels. Vous pouvez faire ça dans HelioViewer assez facilement. Si on fait des différences d'images, et là, ils ont colorié les différences. Et vous allez voir, quand on a des éruptions, l'effet global que ça peut avoir dans le Soleil. Là, voilà, un beau filament partir, là. Paf, paf. Et là, en plus, vous voyez ce qu'on appelle des sympathétiques flares, c'est-à-dire des éruptions qui sont déclenchées par d'autres éruptions avant elles. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, ça peut être de l'émergence de nouveaux flux magnétiques à l'intérieur d'une structure. Moi, j'adore ce film, je le trouve vraiment incroyable. Donc ça, c'est une vue un peu d'artiste de ces structures magnétiques que je vous ai montrées là. Vous avez vu que mon ruban bleu qui est devenu rouge, il était très ondulé, il était travaillé par les mouvements de turbulence et de convection. Donc assez naturellement, on crée des formes en oméga loop, en boucle oméga, qui vont après percer la surface, comme vous le voyez là. Puis une fois qu'elles ont percé la surface, elles créent des taches solaires. Et après, la turbulence de surface des taches solaires fait qu'elles peuvent se reconnecter et déclencher une éruption.
Donc je recommence avec ce film, je vous le remonte. Et attendez, hop, voilà. Donc on a un ruban magnétique qui sort de la surface, qui vient d'en dessous, qui arrive plus ou moins. Alors ça c'est une vue idéalisée, c'est plus compliqué dans les simulations. En perçant, ça crée des taches solaires qui s'éloignent un petit peu au début. Et puis hop, là vous avez la structure qui sort plus ou moins, ça crée des boucles coronales et elles sont perturbées. Et ça peut amener à une reconnexion magnétique qui envoie un plasmoïde dans l'espace qui est une éjection de masse coronale. Donc voilà à l'échelle de la Terre. Donc, vous savez que le Soleil a un vent solaire. Ce vent solaire, il est composé de deux composantes. Il est bimodal. Il a un vent rapide à 800 km par seconde, qui fait Paris-Marseille en une seconde, ou un vent à peu près à 400 km par seconde, qui fait Paris-Lyon en une seconde. C'est mieux que le TGV, mais c'est quand même bien le TGV. Et là, vous voyez, c'est la vitesse qu'on représente du vent. Donc, vous voyez qu'en minimum solaire, avec les oreilles de Dumbo du champ magnétique, les trous coronaux sont surtout au pôle, et donc la vitesse rapide du vent est plutôt au pôle. Mais quand on est en maximum solaire, ici, vous voyez, c'est les données Ulysse de 92 à 2002, et on voit que quand il est en maximum solaire, la structure de la couronne est bien plus complexe, et le vent aussi. Donc voilà une vue du vent solaire. Le vent solaire, c'est un flot continu de matière dans lequel la Terre baigne, et parfois, dans ce vent solaire, il y a des tempêtes qui sont les CME. Là, vous voyez un nuage magnétique partir. Donc là, c'est angulaire, donc quand on est petit angle, on est proche de la surface du Soleil, et quand on est grand angle, on arrive à la Terre avec Vénus avant. Là, on voit le nuage magnétique arriver, passer par Vénus et se rapprocher de la Terre. Et ici, on a un marqueur de la densité autour de la Terre, des conditions spatiales autour de la Terre, et on voit que quand le nuage magnétique arrive, il va faire monter énormément la densité et perturber grandement les conditions et faire des sous-orages magnétiques, faire les aurores boréales. Donc, je vais devoir bientôt m'arrêter. Et donc ici, vous avez encore de nouveau multi-instruments, la vue d'une éruption solaire, où on a là LASCO en lumière visible, là EIT, CSO en lumière ultraviolette. Ici, vous avez des données X, en rouge c'est du soft X-ray, c'est du X mou, et en bleu c'est du X dur, parce que quand il y a l'éruption, les particules tombent sur les pieds des boucles magnétiques, et comme elles rencontrent la chromosphère qui est beaucoup plus dense, elles sont arrêtées par ce qu'on appelle le rayonnement, le freinage Magneto-Brandstrahlung. Et en fait, ces particules, elles tombent et elles spiralent et elles émettent de la lumière parce qu'elles sont ralenties par freinage. Vous savez qu'une particule, c'est un seul truc à retenir son cours d'électromagnétisme, c'est toute particule accélérée rayonne. Mais voilà, quand elle est décélérée, elle rayonne aussi. Et vous avez noté aussi, je pense, à la fin, les gerbes de particules qu'on voit arriver sur le détecteur. Ça, c'est toutes les particules qui ont été associées à l'éruption, qui sont venues taper le détecteur et qui créent cet effet de neige sur la surface. Alors, je vais vous montrer quelque chose un peu par rapport à Solar Orbiter. On arrive à la fin. Ici, donc, je vous rappelle qu'on a eu une assistance gravitationnelle avec Solar Orbiter le 18 mars de cette année. Et le 24 mars, on voyait le pôle sud en ultraviolet. Et 24 avril, un mois plus tard, on voyait le pôle Nord. Et là, Solar Orbiter, pour le reste du temps où il est en face cachée par rapport à nous, où il va plutôt rester au-dessus, voir le pôle Nord en ce moment. On a fait, avec l'assistance gravitationnelle, sortir le satellite de 17 degrés par rapport au plan de l'écliptique, qui est le plan Terre-Soleil virtuel. Et on va refaire une assistance gravitationnelle en 2026 pour le faire passer à 30 degrés. Donc on va voir de plus en plus le pôle du Soleil et on va voir de plus en plus le système solaire vu de dessus, avec des imageurs, plusieurs longueurs d'onde, visibles, ultraviolets, rayons X. Ça nous permet de faire des choses qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent. Alors, pour vous donner, vraiment vous faire toucher du doigt ce que ça veut dire pour nous, astrophysiciens, physiciens solaires, qui travaillons avec des données des satellites et qui essayons de comprendre le Soleil dans sa globalité, d'avoir une vue 360 degrés du Soleil. Donc ici, je vous montre une vue d'une zone qui nous intéresse par rapport à un complexe actif qu'on a identifié en 2022, qui a duré 6 mois sur le Soleil avec plein d'éruptions, des dizaines de taches solaires qui sont sorties dans cette localisation à la surface du Soleil. Alors ici, vous avez vu dessus le système solaire, donc le Soleil, la Terre, ils vont rester dans ce repère fixe et on va voir les satellites, Parker Solar Probe, Solo et Stereo bouger. Et à un moment, vous allez voir que Solar Orbiter va passer à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil, donc voir la face cachée. Donc ça, c'est les données de Solar Orbiter, de StereoA, qui est ici, et de SDO. Donc lui, il est dans la ligne Soleil-Terre, SDO, il ne bougera pas de la vue. C'est le point de vue. SDO, pensez à SDO comme c'est ce qu'on voit depuis la Terre.
hein. Et les deux stéréos, il est un petit peu sur la gauche, c'est ce que donnera Vigile, et Solar Orbiter, il va se balader. Et là, parfois, on peut utiliser ce qu'on appelle la far-side sismologie, parce que grâce aux ondes acoustiques, on peut aller sonder la face cachée du Soleil. Et maintenant, comme on a des vues de la face cachée, on peut vérifier ce qu'est les faux positifs et les vrais négatifs, etc. et faire la calibration de ces méthodes par sondage d'ondes qui, dès qu'elles voient une tache solaire, ont leur parcours qui est modifié parce qu'elles deviennent de sonore à magnétosonore et donc ça modifie leur temps de parcours et grâce à ça, on est capable de faire du sondage des structures dans la face cachée. Mais heureusement, grâce à Solar Orbiter, cette partie qui est très floue, puisque ce n'est pas très, très résolu, va être remplacée par les données du satellite. Vous allez voir. Donc, on suit la boîte bleue, on regarde toutes les éruptions qu'il y a dedans, y compris face de la Terre. Et machin. Donc là, on voit bien que les satellites voient à peu près la même chose, mais petit à petit, le satellite Solar Orbiter voit de moins en moins. Et là, on peut arrêter peut-être, hop, et vous voyez, Solar Orbiter est de l'autre côté par rapport à la Terre, et on a pratiquement une couverture à 360 degrés de l'activité du Soleil et en multilongueur d'onde, ce qu'on n'avait pas avant. Hein. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment très, très utile pour nous d'avoir cette vue complète. Et surtout, ce qui est super par rapport à ça, c'est qu'on voit aussi, parce que nous, on a fait le télescope STIX dont parlait Jérôme tout à l'heure, c'est un télescope X qui nous permet d'identifier les éruptions, et ben on les voit aussi dans la face cachée, et on s'est rendu compte qu'on en ratait un bon pourcentage, parfois 30 à 50%, hein, de ne pas avoir la face cachée. Alors voilà, ben on parlait de Proba 3. Donc Proba 3, c'est un vol en formation de satellites. On a un qui vient se mettre devant l'autre pour faire un coronographe, mais dans l'espace. Hein. Et voilà ce que ça a donné. Ça nous a permis d'avoir cette très belle couronne. Je vous conseille de taper ESA Proba 3. Vous verrez mieux sur votre écran qu'avec les problèmes de lumière qu'on a et de contraste. Et donc là, et ce qui est bien avec Proba 3, c'est qu'on arrive à venir... Parce qu'avec SOHO, on avait l'ASCO, mais on a perdu l'ASCO C1. C1, c'était celui qui allait très proche du bord de la surface. Et donc, on n'a plus que C2 et C3 qui sont lointains. Et donc, on devait utiliser Kekor, qui était un télescope coronographe à Hawaï, mais avec les éruptions volcaniques, on l'a perdu pendant 1 an. Donc, c'était un peu compliqué. Donc là, avec Proba 3, on va avoir un coronographe qui va être bien utile. Et au sein de Solar Orbiter, on a aussi un coronographe dans un des instruments. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, on va parler de météorologie de l'espace. Donc, j'ai dit, il y a des interactions Soleil-Terre. Et donc, du coup, l'atmosphère de la Terre, il est composé de plein de couches. Donc, nous, on vit dans la troposphère, et l'exosphère, c'est la partie extérieure. Et les aurores boréales, elles sont situées entre à peu près 80 km et 350 km. Et leur couleur dépend de la molécule qui est excitée, soit de l'azote, soit de l'oxygène. D'accord ? Et par rapport au champ magnétique, quand il y a des particules qui arrivent, ça crée des ovales aurorales, et ça vient de là, parce que les particules... Alors, ce qui est important peut-être à vous dire, parce qu'on ne comprend pas pourquoi c'est un ovale, c'est qu'en fait, en fonction de l'énergie des particules, elles vont rentrer plus ou moins proches des oreilles de Dumbo, les oreilles de Dumbo internes ou les oreilles externes du champ magnétique. Donc ça, ce champ magnétique, vous voyez, pour des particules chargées, c'est comme un écran. Hein. Ça fait un effet d'écran. Et donc, c'est pour ça que la magnétosphère, elle nous protège du rayonnement solaire et du vent solaire, parce qu'elles sont principalement chargées. Il est neutre qui passe, mais la majorité du vent est chargé. Et donc, du coup, selon l'intensité des particules, donc quand il y a des éruptions, elles peuvent rentrer plus profondément. Plus elles rentrent profondément et plus elles perturbent les lignes de champ magnétique, plus celles-ci vont être loin de l'axe de rotation, ou même de l'axe du pôle magnétique lui-même. Et elles vont donc aller exciter et précipiter le long des lignes de champ, comme ça, là, en mouvement giratoire, et elles vont venir exciter des basses latitudes parce que les lignes de champ magnétique sont ancrées plus bas, elles ne sont pas ancrées au pôle, elles sont ancrées là, là, là. Et donc, plus les particules sont énergétiques, plus l'ovale auroral va être étendu. Donc, vous savez certainement que le pôle magnétique du Soleil, actuellement, au nord, c'est un sud magnétique, hein, parce que les boussoles sont orientées nord, hein, donc elles sont attirées par des suds. Donc, actuellement, le nord magnétique, c'est un sud en polarité, c'est un moins. Et la dernière fois qu'il a renversé, c'était il y a 780 000 ans. Et quand on regarde ce code barre, là, qui est les renversements avec des périodes de supercron, c'est tous les renversements de la Terre. Alors, le renversement du champ magnétique de la Terre, il n'est pas aussi régulier que celui du Soleil.
pas tous les 11 ans. C'est à peu près tous les 250 000 ans si on veut vraiment faire une période, mais il n'y a pas vraiment de période. Parfois, ça peut durer très longtemps, comme actuellement la période dans laquelle on est, 780 000 ans, ça n'a pas renversé. Il y a parfois des excursions, c'est-à-dire des renversements qui échouent, et ça revient à la position initiale. Et on pense que c'est en partie dû au fait que le champ magnétique à l'intérieur de la graine solide de la Terre a une orientation donnée, et il faut vraiment arriver à inverser, à annuler ce champ magnétique-là pour que celui qui est dans la partie liquide de fer de la graine de la Terre se renverse suffisamment longtemps pour qu'il modifie celui de la graine statique, et là, on finit par avoir un vrai renversement. Donc voilà, ça c'est un nuage magnétique qui arrive, qui compresse les lignes de champ magnétique. Et là, je vais vous finir sur ça, un film pour que vous voyez, fait par des collègues, où on part avec un nuage magnétique. Ce nuage magnétique, il va arriver, la Terre elle est à 215 rayons solaires, donc on va avoir le nuage qui va arriver à 215 rayons solaires, si le film veut bien aller jusqu'au bout, parce que parfois il bug. Et là, on ne voit rien, là, à 215 rayons solaires, on est à plus ou moins 100 et 150 rayons solaires, et il va falloir zoomer énormément pour voir la Terre à sa taille réelle, quoi. Et donc on va zoomer 300 fois pour pouvoir voir la Terre et le nuage magnétique arriver. D'accord ? Donc on est tout petit par rapport à la taille des objets que nous envoie le Soleil. Donc le 8 mai, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une grosse éruption, 8-10 mai, de ce complexe actif qui est là. Et ça a fait que, si on les compte, les éruptions X, si on les compte sur la période du 6 au 12 mai, il y en a eu 14 des X, donc ça a pété grave, quoi, hein, c'est rare, un complexe qui en envoie autant. Et donc là, de nouveau, un film vu de dessus, comme dans le petit film initial, on voit les nuages magnétiques partir et se rattraper l'un l'autre, donc ça fait ce qu'on appelle des éjections de masse coronale cannibales, elles se rattrapent l'une l'autre, elles se renforcent. Parce que la première, elle a ouvert un peu le champ. Et c'est comme si vous étiez dans la mer et que vous vous mettiez derrière le sillage d'un bateau. Hein, c'est plus facile pour vous d'avancer, quoi. Et voilà les KP, donc les index KP, comme je dis, plus l'index KP est élevé, plus l'ovale auroral est bas. Et ça, c'est parce que vous allez perturber des lignes de champ magnétique de plus en plus intérieures qui sont ancrées plus bas en latitude. Voilà. Puis, bon, un film sur les aurores boréales, mais ça, vous avez déjà certainement tous vu. Et voilà, donc elles étaient très intenses, très violettes, très, très puissantes. Voilà, c'est très, très, très beau. Et c'est une des événements les plus intenses depuis parmi top 5, quoi, hein, l'événement de mai 2024, en termes de perturbation du champ magnétique autour de la Terre et en termes d'indices d'activité. Voilà des images, Mont-Saint-Michel, et une prise par un de mes postdocs dans les Alpes. Donc, Starlink a eu des problèmes, mais on s'en fout. Et G1, G5, voilà. Bon, il y a 3 types de perturbations. Il y a des tempêtes géomagnétiques, des tempêtes de rayonnement et des radio-blackouts. Donc, il y a eu, parfois, on perd la communication radio et c'est compliqué. Voilà. Donc, la météorologie de l'espace, pour la synthétiser, pour finir, ça peut avoir des impacts dans l'espace proche, satellites, astronautes, des impacts sur l'atmosphère, communication, vol, des impacts sur les grilles électriques, les réseaux et les pipelines. Et si un événement comme celui de Carrington en 1859 arrivait aujourd'hui dans notre société technologique, ça coûterait des milliers de milliards de dollars à réparer et tout ça. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou pas, ou sinon on les fera après. Non, je peux me prendre une ou deux, mais je ne veux malheureusement pas pouvoir rester. Bonjour. Alors moi, je n'ai peut-être pas tout bien compris, mais au niveau de la force magnétique solaire, ça se propage donc dans l'espace, d'accord, tout autour, et je voulais savoir s'il y avait une mesure, dans quelle mesure cette force magnétique peut influencer les distorsions spatio-temporelles. Est-ce qu'il y a un effet de cause à effet ou pas du tout? Non. Alors, ce qui déforme l'espace-temps, c'est la gravité.
Par exemple, typiquement, la masse, ça déforme l'espace-temps. On est dans le champ gravitationnel du Soleil est faible. Dans la mesure qu'on appelle H, qui est une sorte de rapport, on est à une valeur de 10,6 qui est très faible. Donc il y a très peu de perturbations, mais on a quand même les effets de précession de l'orbite de Mercure qui prend des effets relativistes. Donc il y a des petits effets fins où on voit qu'on est dans un système relativiste. Pour avoir des effets de distorsion, il faut être proche de la vitesse de la lumière. Alors les particules qui, elles, sont très accélérées, elles ont peut-être des comportements qui seraient modifiés, comme dans les accélérateurs de particules du CERN, mais les protons, ils ont une durée de vie qui est tellement longue que ce n'est pas un problème. C'est plus pour les particules qui sont plus instables. Donc par exemple, dans les accélérateurs de particules, ils arrivent à faire vivre des particules quelques microsecondes, alors qu'elles ont un temps de vie propre de nanosecondes. Donc la relativité du temps, on l'utilise tous les jours dans les expériences de physique des particules au CERN. Hein. Donc je veux dire, c'est pas une invention de théoriciens fous qui. Non, on en a. Si on prend deux horloges atomiques qui ont été synchronisées au sol et qu'on en met un dans un avion, qu'on a fait voler l'avion 24 heures, quand on revient, celle qui est dans l'avion, elle est en retard par rapport à celle qui était sur Terre. Oui, donc on a des preuves concrètes de la relativité du temps et de l'espace. Mais là, ce n'est pas les perturbations magnétiques qui vont faire ça. Une petite question. Est-ce que par les simulations, est-ce qu'on arrive à retrouver le cycle de 11 ans par les simus? Oui. Alors, dans celle que je vous ai montrée, on a un cycle, pas exactement 11 ans, mais qui est de l'ordre de la dizaine d'années. Donc, on y arrive. C'est très récent. Ça fait à peu près une dizaine d'années que tous les modélisateurs dans le monde, nous, on est une des équipes leaders dans le monde. On a des collègues au Japon et des collègues en Allemagne, Finlande. Ceux qui sont aux États-Unis, je collabore avec eux, donc on va dire qu'on a des résultats qui sont très similaires. Et on a plusieurs cas qui font des cycles de 11 ans, mais on est encore en train de travailler dessus parce que tout n'est pas parfait encore. Mais oui, maintenant, avoir des simulations de magnétoconvection en rotation qui créent des cycles, qui ont des renversements, qui ont des propriétés avec la propagation vers l'équateur des taches solaires, tout ça, on y arrive. Mais par exemple, on n'a pas encore de taches solaires dans nos simulations. Et donc, on est en train de se poser la question de savoir si les taches solaires sont nécessaires au renversement du champ magnétique ou si c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur et que c'est qu'une manifestation de surface de cette organisation interne. Donc, on développe un nouveau code, nous, dans CEA, qui va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle le raffinement de maille, c'est-à-dire que la résolution va s'adapter à l'émergence de structures pour essayer de les capturer, justement de commencer à pouvoir capturer la formation de concentration magnétique dans nos simulations et pouvoir commencer à regarder ces phénomènes-là un peu plus précis, c'est-à-dire commencer à discriminer les différents modèles possibles qui expliquent le cycle de 11 ans. Parce que dans la théorie du Soleil, d'accord, on dit le mot dynamo, mais il y a plusieurs variantes de cette dynamo, et donc là, c'est d'essayer d'arriver à les discriminer. On a des idées, mais pour le faire de façon ab initio, vraiment tout depuis le début, on a encore du travail. Voilà. Sinon... Et les principaux facteurs explicatifs, ce serait quoi Alors, en fait, c'est un rapport de temps de retournement de la turbulence, donc temps de retournement convectif, avec le temps de rotation. Ce rapport de ces deux nombres, de ces deux quantités, donne un nombre sans dimension qu'on appelle le nombre de Rossby. On parle des nombres des Reynolds. Ça, vous avez déjà entendu parler du nombre de Reynolds. Il y en a un autre, on a plein des nombres en dynamique des fluides. Ça s'appelle le nombre de Rossby. Et nous, on a mis en évidence avec d'autres collègues que quand le nombre de Rossby est proche de la valeur qu'on pense être celle du Soleil, généralement, on a des cycles qui sont plutôt de l'ordre de la dizaine d'années. Et s'il est beaucoup plus petit, on a des cycles plus courts, plutôt de l'ordre de l'année. Et s'il est beaucoup plus grand, eh bien, on perd les cycles. On a toujours de l'activité magnétique, mais l'étoile n'est plus cyclique. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit. Et donc, nous, on a récemment proposé un scénario magnétique et rotationnel, une histoire magnétique et rotationnelle du Soleil et des étoiles de type solaire qui, en fonction de leur âge, leur taux de rotation, de l'épaisseur de leur zone de convection, vont passer par une certaine histoire avec cycle court, cycle lent, puis perte de cycle, etc., etc. Et on est en train de l'essayer de le tester en observant d'autres étoiles que le Soleil. Le schéma de Valery, oui. En fait, c'est la zone de couches de courant qui vont séparer les champs magnétiques qui vont dans un sens de ceux qui vont dans l'autre.
Alors non, parce qu'en fait, la ligne, il y a une ligne de champ magnétique comme ça, une ligne de champ magnétique qui est comme ça. Alors après, oui, il faut, le courant, le courant, il s'écoule dans ce plan-là, quoi. Voilà, hein, entre les deux. Ils se reconnectent, oui, les structures en courant du champ magnétique du Soleil sont aussi très complexes. Partout où il y a des lignes de champ magnétique de signes opposés, la structure est... Donc quand on trace ça en 3D, qu'on regarde les zones de convergence ou de divergence des champs magnétiques et des courants, on a une vue quand on est en maximum solaire qui est extrêmement complexe. Alors, le champ électrique de ces courants électriques, là, comme ça, vous donnez une valeur en ampères ou en milliampères. Je ne pourrais pas vous le dire là, comme ça, dans ma tête, parce qu'en fait, on s'intéresse plutôt au champ magnétique, au courant électrique. Alors, Les courants régénèrent des champs magnétiques. oui, alors c'est plutôt pas au niveau du milieu interplanétaire, au niveau de l'intérieur du Soleil, oui. Oui, oui. Hein. Il y a un lien, hein, les courants induisent des champs magnétiques qui vice-versa. Voilà. Ben, en fait, il y a un vrai débat dans la communauté de savoir est-ce qu'on doit décrire le Soleil comme un générateur de courant qui induit des champs magnétiques ou est-ce qu'on doit avoir une vue du champ magnétique avec la variation du champ magnétique qui induit des courants. Et donc, selon à qui vous parlez, ils n'ont pas la même approche. Donc moi, j'aime bien parler plutôt de génération de champs magnétiques parce que les équations de Maxwell, quand on les met en forme, c'est un dB sur dt, c'est un dérivé du temps du champ magnétique qu'on a plutôt qu'une dérivée temporelle du courant électrique. Alors bien sûr, par la loi de Ohm, on peut les relier et tout ça, mais moi, je préfère réfléchir avec les équations de Maxwell et par l'évolution temporelle d'un champ magnétique qu'à des sources qui le créent, quoi. Et ces sources, c'est principalement les cisaillements entre la vitesse, les cisaillements de vitesse qui créent du champ magnétique. On n'est pas obligé de passer par le courant pour comprendre la génération du champ magnétique dans le Soleil. On peut, mais on n'est pas obligé. On peut voir ça purement d'un point de vue du champ magnétique tout court. Est-ce que vous avez d'autres questions? Philippe. Il y a des différences de température à la surface du Soleil que vous constatez par des périodes régulières ou pas? Alors, il y en a deux. Il y a celles qui sont liées aux taches solaires. Vous savez qu'il y a une différence entre 1000 et 1500 degrés. Hein, et ça, c'est parce que le champ magnétique est tellement intense qu'il modifie les propriétés de transport de la chaleur par la convection. Il l'inhibe un peu. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est moins chaud. Il y a moins d'évacuation de chaleur. Donc, il y a une espèce d'ombre magnétique sur la convection qui fait qu'elle est moins efficace et donc du coup c'est pour ça qu'on est plus froid et qu'elle paraisse plus sombre. Et après il y a par l'écoulement à grande échelle cette rotation différenciée qu'entre l'équateur et les pôles, il y a associé à ça ce qu'on appelle un vent thermique, c'est-à-dire un écoulement, une empreinte de température au sein de l'étoile qui est de l'ordre de quelques kelvins entre l'équateur et les pôles. Et donc ça, dans nos simulations, on les voit bien et on voit que ce vent thermique a un rôle important pour obtenir la bonne forme de rotation, aussi bien en amplitude qu'en profil dans la profondeur de l'étoile. Et quand on ne l'a pas, les écoulements, la rotation différentielle a tendance à être plutôt cylindrique, rapide et de moins en moins lente, ce qui va bien pour la surface, mais ce qui ne va pas avec la rotation différentielle qu'on a vu qui est plutôt conique dans le Soleil, par l'hélosismologie. Et là, quand on commence à rajouter un petit peu de perturbation de température entre pôle-équateur, une différence un peu pôle-équateur-température, et bien là, d'un coup, les contours de rotation se modifient et changent de cylindrique à conique, et on s'approche plus de ce que nous dit l'hélosismologie. Donc oui, il faut comprendre que la convection, la température, c'est un scalaire actif. Ce n'est pas un scalaire passif. Et donc, quand on fait la dynamique des fluides, la mécanique des fluides, qu'on a une équation de chaleur et qu'on a une équation de sa température, plus qu'on rajoute le champ magnétique, comme nous, on a trois acteurs. On a le champ de vitesse, le champ magnétique et le champ de température qui agissent de façon dynamique dans le système. C'est en ça que c'est assez complexe à modéliser. Ce n'est pas comme de l'encre, un simple traceur passif qui suit juste ce qui se passe. Non, il peut modifier localement les écoulements parce que d'un coup, il y a de la flottaison, il y a une différence de température, vous créez un écoulement et donc du coup, ça perturbe l'organisation.
Et c'est un peu ça la difficulté. C'est pour ça qu'on a besoin d'ordinateurs à massivement parallèles, des gros calculs. Les simulations que je vous ai montrées, elles ont des milliards de cellules de calcul pour pouvoir avoir un minimum de résolution pour comprendre la création des courants et l'interaction champ de vitesse, champ magnétique. Je vais m'arrêter là, je crois. C'est surtout que c'est parce que c'est toi qui es pressé. Voilà. J'ai demandé justement à Christian Villadrich de me rejoindre sur scène, même s'il n'y a pas de scène. Voilà, de toute façon, Jérôme a mon email. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas. Je répondrai volontiers à vos questions. Donc, alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc Sacha a collaboré au Grand Atlas du Soleil. Oui. On a pris quelques. Alors, je suis venu avec deux exemplaires de l'Atlas pour les gens que ça intéresserait à l'acheter. Voilà. Si c'était juste au cas où, j'en ai amené que 2, mais bon, je peux repartir avec. J'ai pas de problème. Après, ça se retrouve dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Ouais. Et donc, moi, j'ai l'honneur. Alors, en plus, j'ai l'auteur. On reste devant la caméra. J'ai l'auteur juste à côté. Donc, je vais demander justement à l'auteur de ce livre, de te remettre la Bible de l'astronomie solaire amateur, plus qu'amateur même. Je pense que on est d'un. Mais c'est gentil, merci niveau beaucoup. Stratosphérique C'est amateur. super sympa, merci beaucoup, j'apprécie beaucoup. Non, je crois que je l'ai vu. Une contribution multi-auteur d'une dizaine de personnes, et en particulier aussi dans l'édition anglaise. Il y a des Américains, il y a des Allemands aussi. Voilà. Non, c'est super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que moi j'aime beaucoup l'observation.